Bonjour et bienvenue dans le podcast Aloanéis qui vous inspire à explorer votre plein potentiel. Alors ce mois-ci, c'est la revue du livre Par amour du stress de Sonia Lupien. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Clac. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous partager les grandes lignes de cette lecture, mon avis aussi sur cette lecture, ce que j'ai aimé. Et je crois que c'est aussi quand même une lecture importante, surtout si le mot stress est quelque chose qui vous dit de quoi dans votre vie. J'aime bien aussi ce livre parce que c'est basé sur des concepts scientifiques. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus d'une vingtaine de pages à la fin sur des références bibliographiques. Donc c'est vraiment une approche structurée et systémique comme je les aime. Puis d'ailleurs, si admettons je dis des concepts dans cette émission où vous êtes en désaccord ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou dans la section Q&A sur Spotify. Moi, ça me fait plaisir aussi d'avoir des avis contraires, de voir est-ce que vous avez d'autres sources aussi. Donc, un point bonus pour ceux qui partagent aussi une source intéressante à explorer. Et sinon, je vous invite à écrire bien évidemment ces commentaires en toute bienveillance. On pense tous que le stress, en fait, c'est mauvais pour la santé, que c'est pas bien en fait d'avoir du stress, qu'il faut lutter contre le stress, que en fait, il faut pas être stressé, il faut vivre de manière, voilà, j'allais dire zen, mais voilà, de pas avoir de stress. Il y en a pour qui ils pensent que c'est aussi la clé en fait du succès dans la vie. Mais si en fait c'était un élément de survie essentiel, que diriez-vous ? Alors comment je suis tombée sur ce livre ? J'avais envie de revenir un petit peu avant de rentrer en deep dive dans ce livre-là. J'avais envie de vous partager un petit peu de comment j'ai trouvé ce livre, etc. Comme j'avais fait d'ailleurs dans l'épisode Cessez d'être gentil et soyez vrai de Thomas d'Azincourt. Alors ce livre-là, je l'ai entendu une première fois lors d'une conférence en fait où c'était une conférencière, en fait une sportive olympique qui avait parlé de ce livre-là sur l'amour du stress, et je m'étais dit c'est intéressant, ok, ouais, pourquoi pas. Fait que je suis allée acheter le livre à Renaud-Bré, je suis allée l'acheter, il restait dans ma bibliothèque, je l'ai pas lu. Et une deuxième fois, j'ai eu une conférence, mais là cette fois-ci de l'autrice, donc Sonia Lupien, donc c'est une chercheuse québécoise qui a un doctorat, qui enseigne aussi à l'Université de Montréal. Et elle a fait une conférence dans le cadre de Desjardins, c'était comme un 10 minutes sur l'heure du midi, quelque chose comme ça. Et là, en fait, elle a vraiment capté mon attention parce qu'elle a dit cette phrase clé, que le stress, c'est du ciné. Donc ciné, donc C pour contrôle faible, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté et E pour égo menacé. Donc évidemment, je vais vous donner plus de détails par rapport à ça, mais c'est vraiment ça qui a capté mon attention. Et je me suis dit, ok, mais attends, ce livre-là, j'ai dans la bibliothèque, il dort depuis 2 ans, je vais le lire. Je vais le lire, donc c'était trop percutant, on va dire, cette conférence-là pour passer à côté et le laisser dormir encore quelques années, quelques mois dans ma bibliothèque. Donc voilà, ce que j'aime de ce livre, c'est qu'il y a vraiment une première partie sur sa propre réflexion de la gestion du stress. Donc par exemple, quel est le plus important stresseur vécu au cours du dernier mois ? Donc ça, c'est des questions qu'elle pose dès le début du livre. En quoi, en fait, cet élément-là, c'était stressant pour vous ? Comment vous aviez su que c'était du stress ? Quels étaient les indices, en fait, que vous pouviez dire que c'était du stress ? Comment vous avez géré cette situation ? Puis finalement, est-ce que ça a fonctionné ou pas ? Donc ce livre-là, je vous en avais parlé aussi rapidement, je pense, après la deuxième conférence, j'en avais parlé sur Instagram en disant que je préparais un épisode. Je sais, ça a été long avant la sortie de cet épisode-là, mais nous voici aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont fait preuve de patience, merci. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en détail de ce livre-là. C'est un livre qui fait 434 pages. C'est un grand format aussi que j'ai acheté. L'édition, c'est les éditions Va Savoir. Donc c'est, je pense, des éditions qui font pas mal justement des trucs basés sur des recherches scientifiques vulgarisées, donc c'est très bien vulgarisé aussi. C'est une nouvelle édition de 2020, donc ça a été revu et augmenté d'ailleurs. La première section, c'est une section d'introduction à la nouvelle édition, donc elle explique en fait ce qu'elle apporte de plus dans cette édition-là. Il y a 15 parties en tout dans ce livre-là, donc des sections comme diminuer son stress dès maintenant, qu'est-ce que le stress, de stress et de mammouth, quand le stress joue dans la tête, combattre le stress. Et comme je vous disais, à la fin, il y a 23 pages de bibliographie. Donc voilà, c'est une approche scientifique. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'admettons, s'il y a quelque chose qui nous a interloqué, on peut toujours aller voir justement dans la bibliographie et aller explorer en fait les différentes pistes
qu'elle a mis. Donc moi, je trouve ça toujours intéressant. Quand je faisais ma recherche justement à HEC, des fois, c'était une recherche sans fin dans le sens où tu tombes sur un article qui t'amène à un autre article, qui t'amène à un autre article. Et là, tu te dis, mais attends, mais pourquoi je suis en train de lire cet article? Parce que là, tu t'es perdu dans ta recherche. Mais bref, je trouve ça toujours intéressant d'aller voir les sources un petit peu. Puis c'est que des sources scientifiques là qu'elle cite. Donc c'est voilà, très intéressant. Alors maintenant, qui est Sonia Lupien? Qui est cette autrice? Donc comme je vous disais, c'est une chercheuse québécoise. Elle a un doctorat en neurosciences de l'Université de Montréal. Et d'ailleurs, l'Université de Montréal, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi HEC est affilié à cette école-là comme Polytechnique. Donc c'est quand même intéressant. Pendant l'épisode aussi, je vais vous lire plusieurs passages du livre en fait pour que vous puissiez comprendre le ton, la manière dont elle s'exprime dans cette j'allais dire dans cette vidéo, mais c'est moi qui fais la vidéo puis c'est elle qui a fait le livre. Mais comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu le ton de l'auteur, comment elle parle en fait à travers ce livre. Je trouve que c'est assez facile à lire, c'est assez facile à comprendre malgré les termes techniques et scientifiques. Et puis aussi, je vais lire pour être sûr d'utiliser les bons mots et les bons termes. Puis d'ailleurs, je vais commencer par vous lire dès le début. En fait, il y a un petit passage qui explique en fait d'où vient sur l'auteur. Donc Sonia Lupien détient donc un doctorat en neurosciences de l'Université de Montréal. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le stress humain. Elle est professeure titulaire du département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle a fait des études post-doctorales à l'Université de Californie à San Diego, à l'Université de Rockefeller à New York. Elle s'intéresse aux effets du stress au cours d'une vie et elle a mené des études chez les enfants, les jeunes adultes et les personnes âgées. Elle est très impliquée dans le transfert des connaissances scientifiques auprès du public québécois. Sonia Lupien a publié sa première édition Par amour en 2010 et un second livre, À chacun son stress, en 2019, donc chez le même éditeur. Ces livres visent à aider le public à mieux comprendre le stress tel qu'il est étudié depuis plus de 50 ans par des chercheurs partout dans le monde. Alors de quoi parle le livre? Bon, je pense que vous l'avez un petit peu deviné. On va parler de stress, de ses origines, de ses mécanismes et surtout de comment s'en défaire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est écrit avec légèreté malgré le profil scientifique et l'approche de l'autrice. Mais voilà, c'est une lecture qui est assez accessible à tous. Il n'y a pas de recette magique, hein. C'est vraiment des cas pratiques basés sur la science. Dans ce livre-là, on ne va pas retrouver, comme des fois on peut retrouver dans certains livres de développement personnel, genre les 5 étapes au bonheur ou les 7 astuces pour être jamais stressé. Non, elle donne des trucs et astuces et après elle explore aussi en profondeur de pourquoi ça marche en fait ces astuces-là. Donc voilà. Et puis en fait, le premier chapitre du livre, une fois qu'elle a parlé de son introduction de sa nouvelle édition, il y a un mini quiz de moins de 10 questions pour évaluer ton niveau de stress ici et maintenant quand tu commences ta lecture du livre. Et puis le chapitre 2, c'est un ramassis en fait de petits trucs à essayer parce que elle se dit si jamais tu achètes un livre sur le stress, tu veux savoir tout de suite comment gérer le stress et le but en fait de ces astuces là, c'est de comment arrêter le hamster et de mettre son attention ailleurs. C'est le petit hamster qui tourne dans ta tête. Donc les astuces qu'elle donne en fait au début du livre, c'est d'arrêter de se répéter en boucle, je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée, parce que plus tu te le répètes et plus ton intention, ton énergie se focus là-dessus. Donc tu te concentres sur le fait d'être stressé. Donc c'est sûr que c'est comme un cercle vicieux. Plus tu te sens stressé, plus tu dis que tu es stressé, plus tu es stressé. Alors le but, c'est vraiment d'essayer de concentrer son intention ailleurs pour décompresser. Elle propose aussi de respirer. Ça peut paraître quelque chose assez basique, mais la respiration, quand on est stressé, on respire moins. On peut même être en apnée quand ça devient un stress assez intense. Après, bien évidemment, rire, chanter, c'est des choses aussi qui aident à se déstresser. Hein. Vous êtes stressé, vous partez la musique à fond, votre chanson préférée, vous chantez à tue-tête et d'un coup, ça va mieux. Ou de rire avec vos amis, vos proches, assister à un show d'humour aussi, pourquoi pas, ça aide à déstresser. Elle parle aussi de câliner un animal poilu, donc non pas votre conjoint, mais bien un chat ou un chien. Donc la zoothérapie, on en parlera un petit peu plus tard aussi dans l'épisode, mais c'est quelque chose qui aide. Et puis sans surprise aussi, le sport, hein, ça aide beaucoup, courir, marcher, faire du vélo, danser. Finalement, de bouger, en fait, c'est la méthode qui va vous permettre aussi de gérer votre stress et de pouvoir passer à autre chose. Le stress aussi, c'est quelque chose qui va mobiliser de l'énergie. Alors, si vous bougez, vous perdez cette mobilisation. Et donc, du coup, le message qui va être envoyé à votre cerveau, ça veut dire, ça va lui envoyer que la menace, elle aura disparu. Parce qu'en fait, le stress, c'est une réaction à une menace externe. Alors, si tu bouges, tu changes ton énergie de place. Et du coup, la menace, elle a disparu. Et là, tu te sens mieux.
Donc, toutes ces petites astuces, elle le dit bien dans son livre, ça a des effets positifs à court terme. C'est-à-dire là, tu vis un moment de stress intense, je sais pas moi, juste avant une présentation orale à l'école, au travail ou peu importe. Tu vas rire, tu vas aller câliner ton chat, ça t'aide, mais c'est pas durable. Enfin, je veux dire, après, c'est possible que la prochaine rencontre, de nouveau, tu restresses. Donc, à travers le livre, elle va donner aussi des choses, des trucs pour bien comprendre le stress, d'où ça vient, faire en sorte que le stress, ça peut potentiellement devenir un allié. Oui, vous avez bien compris, un allié. Donc voilà, on va regarder au travers de l'émission tous ces éléments-là, comme elle le fait dans son livre. Donc voilà, alors les points clés de ce livre, on va commencer avec déjà qu'est-ce que le stress? Parce qu'on en entend tous parler, on en parle tous. Le stress, on le conjugue à toutes les formes, à toutes les flexions. Mais on pense souvent, et ça m'a interloqué en fait à ma première lecture du livre. En fait, souvent, on dit qu'on est stressé parce qu'on n'a pas le temps. On pense qu'en fait, la pression du temps fait en sorte qu'on est stressé. Et en fait, c'est faux. Parce que ce qu'elle explique, c'est que logiquement, si on suit ce point-là, ça voudrait dire que les gens actifs, ce sont ceux qui sont les plus stressés parce qu'ils ont 1 million de choses à faire. Quand ils ont des enfants, ils doivent aller les chercher à l'école. S'il y a des grèves, s'il y a ci, s'il y a là, les courses, le ménage, faire les activités avec les enfants, etc. Donc, c'est des gens stressés, en plus du travail. Mais alors, qu'en est-il des personnes âgées ou des enfants? Ça veut dire que ces gens-là, cette population-là ne peut pas ressentir de stress? En fait, non, elle nous explique que, oui, une personne âgée, l'isolement, ça peut être stressant, ou un enfant aussi qui est en plein développement, la construction de son cerveau, il peut ressentir du stress, et ça peut être très dommageable d'ailleurs aussi pour un enfant d'être mis sous stress intense. Donc finalement, ces personnes-là, ils ont plus de temps, mais ils n'ont pas forcément moins de stress. Donc c'est aussi donc la notion de temps n'a pas vraiment rapport avec le stress. Et d'ailleurs en fait elle explique que les populations, donc enfants et personnes âgées, sont des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables en fait au stress que par exemple les adultes de la vie active, parce qu'on est comme souvent sollicité par ce stress-là, on est exposé souvent à des stresseurs, donc on est moins affecté en fait par ce stress-là versus admettons les personnes âgées ou les enfants. Par exemple chez les personnes âgées, le stress ça accélère aussi le vieillissement. Donc c'est des éléments qu'elle pose dès le début, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Puis d'ailleurs, je vais vous lire un passage où elle dit que le stress n'est pas la pression du temps. Donc ici, Sonia Lupien a dit le stress n'est pas la pression du temps. Pour vous rassurer lors de votre prochaine inscription au camp de hockey du petit dernier, permettez-moi de démolir le deuxième mythe concernant le stress. Le stress n'est pas généré par la pression du temps. Prenons l'approche par l'absurde. Et si le stress n'était que l'aboutissement de la pression du temps, alors comment expliquer qu'on peut être stressé lors d'une visite chez le dentiste, même si on le fait à l'occasion d'un jour de congé? Dans un tel cas, le temps n'est pas un facteur car vous êtes en congé. Et c'est pas la réceptionniste ou l'hygiéniste dentaire qui va vous bousculer, chronomètre en main, pour vous précipiter sur la chaise du dentiste. Et pourtant, le commun des mortels est stressé par la visite chez le dentiste et il est soulagé à la sortie de son cabinet, même malgré la lourde facture. Alors, poussons l'exemple plus loin. Comment expliquer, en pression du temps, l'immense stress subi lors de l'annonce d'une maladie grave, chez vous ou d'un proche, ou par le fait que votre patron vous convoque sans préavis dans son bureau alors que sévit une restructuration majeure au sein de l'entreprise, ou le stress généré par l'apparition imprévue de votre belle-mère à la maison un vendredi soir, vous annonçant qu'elle vient passer tout le week-end avec vous, alors que vous aviez rêvé de repos depuis des jours. Je suis certaine que dans toutes ces situations, vous constatez une poussée de stress au moins aussi importante que si vous êtes en retard pour aller chercher les enfants à la garderie. Par contre, dans toutes ces situations, il n'y a aucune pression de temps. Donc le stress n'est pas la résultante de la pression du temps. Mais alors, qu'est-ce que le stress? Voilà, je trouve que c'est intéressant de mettre cette notion de temps, en fait, qui n'a absolument rien à voir, stress et temps. Alors, on revient à l'acronyme qu'elle a nommé au début et qui m'a assez interloquée, qui a fait en sorte que j'ai voulu lire ce livre. C'est que le stress, c'est du ciné. Et là aussi, je vais vous lire un autre passage. Donc en fait, très rapidement dans l'histoire de la science du stress, les chercheurs ont compris que c'est pas la sensation subjective de stress qui est à la base des désordres physiques et mentaux associés au stress. Ce qui cause ces désordres, c'est l'ordre physique et est lié à la production d'hormones de stress produites en réponse à une situation que notre cerveau détecte comme étant menaçante. Donc dans les exemples qui ont été cités juste avant, il peut y avoir une menace potentielle. Tu sais, le patron alors qu'on est en restructuration, la belle-mère qui vient alors que c'était pas prévu, une maladie grave alors que pareil c'était pas prévu. Donc là je poursuis.
poursuit la lecture, ici elle dit comme nous le verrons dans les chapitres suivants, notre cerveau a un rôle primordial pour nous aider à survivre, soit de nous aider à détecter les menaces dans notre environnement. Alors, le cerveau détecte une menace. Il enclenche une série d'actions qui font en sorte que nous produisons des hormones de stress. Et ces hormones de stress nous permettent de faire 2 seules choses possibles devant une menace: combattre ou fuir. Dans ces 2 cas, nous avons besoin d'énergie. Ce sont ces hormones de stress qui vont nous donner l'énergie nécessaire pour combattre la menace ou la fuir, si elle est trop importante. La recette du stress qu'elle nous propose, donc c'est le ciné, donc un contrôle faible, une imprévisibilité, quelque chose de nouveau, et quand l'ego est menacé. Donc en fait, le contrôle faible, ici, elle dit que c'est un sentiment où justement on a peu de contrôle sur une situation et que c'est ce sentiment d'avoir le contrôle sur une situation ou non qui est importante. Donc si on peut avoir un contrôle sur la décision de divorcer ou non du conjoint, par exemple, la donne ici, mais pour différentes raisons avec les enfants, la sécurité financière, etc., alors vous pouvez avoir le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur cette décision. C'est vraiment ce sentiment de contrôle versus non-contrôle qui peut générer une réponse de stress. Du côté de l'imprévisibilité, alors justement, quand c'est imprévu ou imprévisible, ou qu'on ne peut pas prévoir ce qui s'en vient, ça génère un stress. Ici, elle donne un exemple. Admettons, on vous annonce lundi matin que vous perdez votre emploi et que vous devez quitter le bureau d'ici vendredi. Vous devez partir en voyage avec toute votre famille et vous apprenez la veille du départ que votre sœur a eu un accident de voiture, ou alors vous apprenez qu'admettons, un partenaire a une maladie qui peut être mortelle. Donc tout ça, c'est des choses évidemment imprévues qui génèrent une réponse de stress. La nouveauté. Donc quand c'est nouveau, quand on n'a jamais expérimenté ça, quand par exemple on vient d'obtenir un emploi et que c'est la première journée au travail. Donc ça, on en a parlé aussi dans le premier épisode de justement ces transitions, ces périodes de stress, de transition, comment moi en tant que coach je peux vous accompagner à travers tout ça. Ou encore là, il parle de l'enfant qui rentre à l'école secondaire et qui n'a aucune idée de la manière dont il va s'y prendre pour trouver des nouveaux amis ou retrouver les salles de ses cours. Quand on arrive dans un nouveau cégep ou un nouveau lycée, c'est difficile de se repérer au début. Et finalement, le E pour ego menacé, donc ça c'est l'ego en fait à titre de personnalité. Donc là, c'est vous qui êtes personnellement menacé et vous avez le sentiment qu'on doute de vos capacités ou de vos compétences. Donc quelqu'un qui pourrait se moquer de vous, par exemple à la montagne de ski, ça vous fait un pincement au cœur et à cette occasion-là, il y a une réponse de stress qui se génère. Donc voilà en fait comment elle explique le stress. Je trouve ça assez intéressant. Et afin d'illustrer ce propos-là, parce que moi, donc là on comprend, mais là après elle donne des exemples assez concrets, donc je vais aller vous présenter un exemple au niveau des enfants et au niveau des adultes. Donc au niveau des enfants, ça va être Joanne et Lida. Donc ici ça va être 2 mises en situation et en fait elle va évaluer les facteurs de stress par rapport à ces 4 catégories, donc contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Donc ici par exemple Jonathan, j'ai dit Joanne, en tout cas bref, Jonathan, 5 ans et demi. Après des mois de mésentente et de disputes entre ses parents, les parents de Jonathan ont brusquement décidé de se séparer. Jonathan était peu habitué aux disputes et il ne s'attendait pas à une telle décision. Sa mère, avec qui il passe désormais la semaine, a déménagé pour vivre à Québec, et son père, qu'il retrouve la fin de semaine, est resté à Montréal. Peu à peu, il se fait des nouveaux amis au sein de sa nouvelle école à Québec. Par contre, il a le sentiment de rater des choses lorsqu'il se retrouve avec son père à Montréal les fins de semaine. Car il est alors privé de ses amis à Québec et il a de la difficulté de se faire des nouveaux amis à Montréal. Depuis le divorce, Jonathan se plaint de violentes douleurs à l'abdominal, et ce plusieurs fois par semaine, particulièrement les jeudis et vendredis. Donc là, après, elle nous fait un petit tableau. Le divorce des parents, ça a quel impact en fait sur la vie de ce petit garçon? Donc un contrôle faible, on y est, parce qu'il n'a pas le contrôle de la situation. Imprévisibilité, nouveauté et ego menacé sont des cases qui sont cochées. Et elle explique ici. Donc Jonathan est stressé car la situation pour lui est radicalement nouvelle. Il ne vivra plus avec ses 2 parents, il a changé d'école et de ville. La rupture était totalement imprévue, puisque ses parents ne lui en avaient jamais soufflé un mot. De plus, à aucun moment, il a eu son mot à dire sur le déroulement des événements, ce qui lui donne le sentiment de ne pas du tout avoir le contrôle sur la situation. Puis pour en rajouter, il a l'impression que ses nouveaux amis ne s'intéresseront plus à lui à cause de ses absences les fins de semaine. Donc la situation devient donc menaçante pour son ego. Et ainsi, cette crise familiale qui se réunit en un seul individu, il y a les 4 caractéristiques du ciné. Donc tout à fait normal qu'elle entraîne une forte réaction de stress chez Jonathan et qu'elle se manifeste par de violentes douleurs abdominales, surtout les jeudis et vendredis, la veille du départ chez son père. Donc voilà comment elle explique cette situation, je trouve ça assez intéressant. Et à l'inverse, il y a l'exemple d'une autre petite fille qui aussi a ses parents qui divorcent, mais la situation est abordée d'une manière complètement différente. Et la réponse de stress de cet enfant-là, évidemment, elle est différente. Donc ici, je vais vous lire
dire rapidement. Donc là, ça fait plusieurs mois en fait que ses parents à Lida ne s'entendent plus. Ils ont décidé de se séparer, mais 3 mois avant la séparation, ils ont informé Lida de la décision. Les parents, ils se sont mis en accord pour les nouvelles maisons respectives, soit situées à moins de 5 km de l'école de Lida. De cette façon, elle peut continuer à prendre la même ligne de bus pour aller dans la même école, qu'elle soit chez sa mère ou chez son père. Puis durant les 3 derniers mois, Lida, elle a pu décider avec lequel de ses deux parents elle passerait la semaine. Donc les parents, ils sont assez perplexes, ils ont l'impression de ne pas déceler le stress chez cette petite. Et en fait, c'est normal étant donné la situation parce que le seul facteur de stress, ça serait la nouveauté. Elle n'a jamais été confrontée à cette situation-là parce que c'est la première fois que ses parents se séparent. Donc là, ici, ce qu'elle explique, Sonia Lupien, c'est que les parents de Lida ont bien géré la situation pour diminuer les risques de stress de cette période. Bien que ça a été une nouvelle situation qu'elle n'ait jamais vécue, ça n'a pas été imprévisible parce qu'elle a été mise au courant des mois d'avance, avant même que la séparation survienne. Et elle avait quand même une certaine forme de contrôle sur la situation parce qu'elle a pu choisir rester chez sa mère, rester chez son père. L'ego n'a pas été vraiment menacé parce qu'elle a pu rester dans la même école avec les mêmes habitudes, retrouver ses amis, ses repères. Donc ça n'a pas changé pour elle. Et alors c'est un exemple ici où elle illustre que finalement c'est possible d'avoir un enfant, de se séparer sans pour autant que ça génère une forte réaction de stress chez les enfants. Et donc voilà, je voulais vous donner un petit peu ces exemples-là. Vous avez à la fois d'un côté les enfants, comment ça peut bien se passer d'une situation ou d'une autre. On vit tous des réalités différentes et donc forcément on a des réponses de stress qui sont différentes face à des situations au travail. Alors après, aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est que Sonia Lupien, en fait, elle revient à la base de la base. C'est-à-dire, à l'époque, on était Cro-Magnon et on devait chasser le mammouth. Donc, c'est pour ça qu'elle parle de stress et de mammouth. En fait, elle dit, et si, en fait, le stress était nécessaire à la survie? Donc là, elle fait l'analogie du mammouth. Et il y a même des schémas, etc. dans le livre, c'est assez intéressant à regarder. En fait, le stress, elle explique que c'est vraiment une détection de la menace à l'environnement pour la vie. Donc, si on réagit pas alors qu'il y a un mammouth qui se présente à nous, eh bien, à l'époque de Cro-Magnon, c'était la mort. Donc, finalement, l'état de stress, c'était un moyen aussi de survivre pour l'espèce humaine. Alors, on ne peut pas éradiquer évidemment le stress de nos vies, on peut le diminuer, mais on ne peut pas l'éradiquer, ça fait partie aussi de nos vies. Puis c'est nécessaire finalement parce que le stress, c'est une vigilance. Par exemple, elle donne plusieurs exemples. Elle dit que le stress, c'est aussi une vigilance nécessaire, admettons, pour nous lever le matin, pour travailler, pour faire du développement personnel, pour soutenir aussi les besoins de la famille, pour tout simplement traverser la rue sans se faire écraser, ou pour faire du sport sans blessure grave. Donc finalement, en fait, elle conclut en disant que le stress, c'est une réponse de notre corps qui nous permet de vivre, de survivre, mais aussi de performer. Vous l'avez toujours, ce petit stress de performance pour rendre votre rapport à temps, pour donner le meilleur de vous, pour... Voilà, on arrive parfois en fin d'année, en milieu d'année, on veut performer pour l'évaluation aussi de notre travail, on veut performer pour nos clients, on veut performer pour nos employés, etc. Je vais vous lire en fait la portion d'introduction du livre parce que c'est quand même assez, je trouve, bien écrit. La première fonction du cerveau humain n'est pas de remplir un formulaire d'impôt, mais bien de détecter le danger pour que le corps aiguillonné par une poussée d'adrénaline et de cortisol, les deux principales hormones de stress, puisse réagir efficacement. Le hic, c'est que le cerveau humain ne distingue guère le danger suprême qui guettait lors de l'homme préhistorique, confronté à un mammouth qui devait chasser pour se nourrir, par rapport à la menace que représente pour une personne l'évaluation annuelle, qui doit servir pour un patron plus ou moins sympathique. Alors, mammouth ou boss antipathique, pour le cerveau, c'est la même chose. Il assure que le corps réagit à la menace. Et donc, c'est là où elle dit aussi que finalement, en fait, le cerveau n'est pas au courant qu'on est au 21e siècle. Donc, pour notre cerveau, en fait, il réagit comme si on avait une menace de mort imminente, alors que notre gestionnaire ne va pas nous assassiner, on est d'accord. Mais voilà, le cerveau réagit de la même manière. Plus loin dans son livre, elle explique en fait les 3 étapes du stress, comment le stress se décompose. Donc, première étape, le cerveau détecte la menace dans l'environnement. Ensuite, il y a l'activation de la réponse biologique, donc par la sécrétion des hormones de stress, donc on l'a dit, l'adrénaline et le cortisol. Et après, finalement, c'est la préparation au combat. Donc pour la préparation au combat, en fait, elle explique qu'il y a quelques secondes ou quelques minutes en fait pour la production des 2 hormones de stress. Il y a des sens qui vont s'aiguiser pour devenir un super combattant. Donc il y a les pupilles qui se dilatent en fait pour mieux voir. Il y a le sang en fait qui quitte les extrémités des mains des mains et des pieds pour aller vers le cœur et pomper le sang. Ça augmente en fait la force musculaire. Le stress intense, ça nous fait devenir très très fort justement pour combattre le mammouth réel ou
le mammouth imaginaire. Le sang est envoyé donc dans les muscles, le cœur il pompe très vite. Ça se peut aussi qu'il y ait les mains qui deviennent un petit peu blanchâtres parce que le sang part des mains. Et même parfois, elle explique que le teint peut devenir cireux. En fait, c'est ce que les ambulanciers détectent quand quelqu'un a subi un choc ou un traumatisme. On voit aussi une augmentation de la pression sanguine. Il y a les veines qui se dilatent pour réoxygéner en fait les poumons. Et donc c'est ce qui explique aussi qu'on peut courir plus vite et plus longtemps sans s'essouffler quand on a très peur. Aussi, on peut crier assez fort justement pour menacer en fait notre propre stress. On peut aussi avoir le poil qui se dresse. On le voit aussi chez les animaux. Par exemple, le chat qui rencontre un chien, tu sais, c'est assez flagrant. Il change d'aspect, il devient plus volumineux. En fait, c'est pour paraître plus gros et menaçant face aux facteurs de stress. Les glandes sudoripares qui facilitent la sudation, qui nous permet aussi de refroidir. Mais tout ça, ça s'enclenche. Donc tout ça, c'est des facteurs. En fait, tout ça, ce que je vous mentionne, c'est des éléments qui vous permettent de dire que là, vous vivez un stress qui est quand même plutôt intense. Et donc, il y a aussi une production d'endorphines, qui est un analgésique pour lutter contre la douleur. Souvent, on entend je me suis mis à courir, je me suis pété la cheville au passage, mais j'avais pas mal, je ressentais pas la douleur parce que t'as cette endorphine-là, t'as cette adrénaline-là qui te fait pousser à aller plus loin. Et c'est là où tu te dis, waouh, ok, mais le corps, c'est une machine quand même assez incroyable pour lutter contre le stress. Et alors, on l'a dit, aujourd'hui, il n'y a plus de mammouths. C'est fini cette ère-là, et pourtant on ressent encore ce stress. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Donc en fait, Sonia Lupien, dans son livre, elle parle d'un stress contemporain. Il y a un stress qui est absolu, puis un stress qui est relatif. Le stress absolu, c'est une menace réelle pour la survie, où il faut vraiment prendre action et avoir une réaction immédiate. Comme par exemple une alarme incendie qui se déclenche dans la maison ou un accident de voiture. Là, tout de suite, on répond. Il faut prendre action. Le stress relatif, c'est plus quelque chose qui nécessite une interprétation, que ça soit consciente ou non. Par exemple, l'annonce d'un examen surprise, ça génère du stress. Ou un changement au travail, on l'a dit, une réorganisation, ou la mise en place d'un nouvel outil de travail. Et comme je l'ai dit, comme Sonia Lupien le mentionne dans son livre, notre cerveau, en fait, il n'est pas du tout au courant qu'on est au 21e siècle. Donc lui, il réagit comme s'il y avait des mammouths partout. Et je vais vous lire, elle nous parle ici de statistiques dans son livre. Je vais vous lire ce passage-là. Elle dit, donc malgré le fait qu'il n'y ait plus de mammouths, qu'on soit plus autant des mammouths, il y a près de 500 000 Canadiens qui sont absents au travail chaque semaine à cause des problèmes de santé reliés au stress, soit une hausse de 316% depuis 1995. C'est énorme. De plus, l'Organisation mondiale de la santé rapporte que de 2005 à 2015, il y a plus de 300 millions de personnes dans le monde qui ont reçu un diagnostic de dépression. Mais où se trouve le problème s'il n'y a plus de mammouths et que nos vies sont de plus en plus sécuritaires ? Donc ça, c'est la question à laquelle elle a cherché de répondre. Et donc, je vais vous partager les éléments. Elle parle aussi de différents... Elle donne une nuance entre le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, elle définit comme une réponse biologique qui s'active en fonction des réactions des événements qui se manifestent de manière occasionnelle. Et les hormones de stress sont libérées, donc, on l'a dit, pour combattre, fuir devant la menace. Alors que le stress chronique, c'est vraiment une réponse biologique de stress qui se maintient dans le temps. Donc parce que la personne fait face à des situations, des événements qui se répètent dans le temps et qui ne se règlent pas. Donc ici, les hormones de stress sont produites de manière constante devant la menace qui ne cesse d'être présente. Donc vous voyez la distinction, il y en a un qui est ponctuel, l'autre qui est plus permanent. Donc elle fait la distinction aussi parce qu'il y a des approches différentes en fonction des stress aigus versus des stress chroniques. Elle explique aussi un petit peu plus loin les hormones en fait de stress. Donc on l'a dit, la cortisol en fait ça aide à produire l'énergie pour combattre. Et donc si on est tout le temps face à un stress ou qu'on a des stress ponctuels assez réguliers ou qu'on a un stress chronique, là elle parle plus de stress chronique, mais souvent ça nous donne faim. Donc on va avoir envie de manger, de grignoter du chocolat, des chips, des choses comme ça. Et souvent le stress chronique en fait il y a une prise de poids qui se passe au niveau de l'abdomen. Elle l'a dit dans son exemple au niveau du petit garçon Jonathan tantôt, il avait des douleurs au ventre. Souvent ça c'est des choses qui sont des facteurs en fait qui nous montrent que on a un stress assez important. Et il y a des impacts malheureusement sur la santé quand on vit du stress chronique au niveau du cœur, du gras et du sucre. Au niveau du cœur, parce qu'on a une pression artérielle assez intense sur le système cardiovasculaire, donc ça peut générer de l'hypertension ou des troubles cardiovasculaires, alors qu'au niveau du gras, on a un taux de cholestérol qui peut augmenter même si on a une allure plutôt mince. Le sucre aussi. Le glucose est emmagasiné dans notre corps et que ça modifie en fait une autre substance pour nous envoyer de l'énergie nécessaire de manière instantanée. Donc d'un coup, il va y avoir une augmentation du glucose dans le sang et donc l'insuline elle va travailler plus fort. Mais à long terme, cet effet de résistance à l'insuline va perdre de l'efficacité et ça peut développer des maladies de type diabète type 2.
Et puis, vous l'avez sûrement remarqué, hein, que ce soit au travail ou à l'école, sans forcément vivre de stress chronique, mais à la fin de l'année, à la fin de la mi-année, à la fin de la session, à la fin d'un rapport, etc., on a tellement donné d'énergie, donné dans ce qu'on faisait, que finalement, on tombe malade, on prend des vacances et on tombe malade parce que là, finalement, il y a un relâchement de la pression d'un coup. Là, le corps se relâche complètement. Et on est malade. Donc, si c'est des choses aussi que vous vivez, c'est parce que vous avez vécu des stress assez intenses. Et aussi, plus loin dans son livre, elle parle de l'anxiété versus le stress. Donc, ici, le stress, c'est un peu la même analogie que le stress plutôt ponctuel et le stress chronique. Donc, vivre du stress, c'est être prêt à combattre le mammouth de façon ponctuelle face à une urgence pour la survie, alors que l'anxiété, c'est le mammouth qui reste dans notre tête. Ça peut devenir de la phobie, de l'anxiété de performance, de l'anxiété sociétale, qui devient difficilement contrôlable. Et finalement, en fait, notre cerveau, il fait pas la différence. Hein, vous l'avez peut-être déjà entendu à travers d'autres émissions de podcast ou dans d'autres lectures. Mais finalement, le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. C'est fou ça quand même. Ça veut dire que des fois on se fait des scénarios en tête, mais le cerveau pour lui, ce scénario-là est réel et donc le corps réagit comme s'il y avait une menace réelle. Donc là, on a vu le stress, les menaces, les impacts négatifs que ça peut avoir quand c'est des cas de stress chronique. Et finalement, plus loin dans son livre, elle parle du grand paradoxe. Donc je vais vous lire ici ce petit extrait. Elle dit que le stress modifie la manière dont vous pensez, mais la manière dont vous pensez peut aussi générer une réponse de stress. Changez votre manière de penser et vous pourrez diminuer votre réponse de stress. Donc c'est ça, hein, de savoir est-ce que le mammouth, il est dans notre tête ou est-ce qu'il est vraiment réel. Et là, après, elle met une citation d'un monsieur dont je n'arriverai pas à prononcer le nom, Hans Ellis. Je teste. Sa citation, c'est « Le stress n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez. » Le stress n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez. Donc c'est vraiment l'interprétation qu'on a de notre environnement et de voir en fait ce qu'on fait avec. Et ça revient encore une fois à ce que je vous disais au début de l'année, que finalement en fait vous êtes au contrôle de votre vie et vous pouvez décider ou non de prendre cette idée comme une menace ou pas. Alors ça peut paraître facile à dire dit comme ça, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez reprendre le contrôle petit à petit. Et donc de reprendre en fait votre vie en main, on va dire, parce que un stress comme un défi, c'est bon, parce que ça donne une petite adrénaline, ça donne un petit point de départ juste avant une présentation. Je reviens encore à cet exemple-là, ou juste avant, par exemple, une course, un marathon ou quelque chose, on a un petit stress de performance, un petit stress, mais qui va nous booster. Ou par exemple, moi, hier soir, qui ai fini d'écrire cet épisode-là, j'ai eu un petit boost d'énergie parce que j'étais à -1 pour terminer cet épisode-là. Donc là, je peux vous dire que j'ai bien travaillé, j'ai pas ressenti la fatigue. Mais quand on a un stress ponctuel comme ça, c'est bon. C'est quand ça devient continuel, constant, que là, c'est un petit peu plus compliqué. Et plus loin dans le livre, elle propose aussi de comment combattre ce stress et comment reposer ce stress-là. Parce qu'elle l'a dit, hein, le stress, c'est quelque chose qui est là pour rester. Donc, autant apprendre à vivre avec et à pouvoir le gérer. Donc, je vais vous lire un petit passage aussi où elle parle, en fait, elle explique qu'on souffre du stress parce qu'on n'a pas vraiment appris à stresser correctement. Alors ça aussi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, comment ça, apprendre à stresser correctement ? Oui. Et elle fait encore l'analogie par rapport au mammouth. C'est-à-dire qu'à l'époque préhistorique, en fait, on apprenait à chasser le mammouth. Et après, on se relevait des blessures, admettons, qu'on avait eues suite à la chasse avec ce mammouth-là. Donc, finalement, le fait de ne pas apprendre à stresser, c'est comme si on n'avait jamais les compétences pour réagir face à une situation de stress et qu'on n'apprend pas non plus à se rétablir suite à une situation de stress. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment elle l'a amené. Et elle dit, ici, au niveau de la partie 12, comment combattre le stress, elle dit, en ne le combattant pas, se battre contre le stress, c'est se battre contre soi-même. Donc c'est assez pertinent de voir l'angle qu'elle prend par rapport à ça. Donc finalement, ce qu'elle explique aussi, c'est que le stress, c'est pas ça la menace. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le fait d'être stressé. Le problème, c'est d'être exposé face à une menace de manière ponctuelle ou continue. Et donc, ce stress-là, elle nous dit, mais voyez-le comme un allié, parce que ce stress-là, c'est ce qui vous permet de réagir face à une situation de menace pour combattre. Et elle dit même que le stress est une arme pour combattre.
Donc en fait, apprendre à stresser. Alors comment on fait pour apprendre à stresser ? Je suis sûre que vous êtes assez interloqués par ce postulat, vous aussi. Donc comment on apprend à stresser ? En fait, c'est de se dire que c'est normal. De normaliser le stress tout simplement, pas en faire des tonnes, et que en fait c'est vraiment une réaction normale de votre corps et que c'est plutôt des indications qui vous disent qu'il y a potentiellement une menace ou non, donc c'est à vous de suivre ou non finalement cet état de stress. Donc par exemple le stress avant d'aller chez le dentiste, on a une boule au ventre, c'est normal. C'est normal parce qu'on n'aime pas ça, aller chez le dentiste, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais de se dire que c'est normal, déjà, ça, on va dire, désamorce un petit peu l'anxiété qui peut être liée à ça. Tu sais, comme je disais au début, comme l'autrice partageait au début, si on se dit « je suis stressée », oui, c'est sûr, tu vas faire que être encore plus stressé. Alors que te dire que, ok, je suis stressée, mais c'est normal parce que j'aime pas ça aller chez le dentiste. Ok, fine. Vivre avec. Un autre exemple aussi, avant d'aller à un date, elle dit souvent on a les mains moites, on a le cœur qui bat, mais en fait c'est normal. C'est normal parce que c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît pas, est-ce que c'est quelqu'un qui va nous plaire, etc. Donc finalement, ce qu'elle nous propose ici, c'est d'accepter ces signaux de stress. Parce que c'est cette alarme qui nous permet d'agir. Et c'est un peu comme avec tout, plus on se pratique et moins on a de panique. Plus on se pratique à un sport, à un instrument de musique, à faire des présentations orales, à enregistrer un podcast, et plus on devient meilleur. Donc il n'y a pas de secret, c'est avec la pratique qu'on devient meilleur. Donc avec la pratique, on peut apprendre à mieux stresser et à se relever de ces blessures de stress. Plus elle dit, tu as l'habitude de chasser le mammouth et moins tu as peur finalement de chasser le mammouth parce que c'est plus nouveau. T'adoptes des stratégies, des contournements pour attaquer ce mammouth-là. T'apprends à négocier finalement avec tes stresseurs et donc du coup, petit à petit, tu diminues ta production naturellement d'hormones de stress. Donc ici, elle donne un petit exemple un peu plus loin dans son livre de se dire, là c'est un exemple de quelqu'un qui a un examen de mathématiques, elle a mal au ventre, etc. avant son examen. Donc là, elle fait sa petite analyse ciné, voir qu'est-ce qui est menacé par rapport à elle. Et finalement, quand elle fait cette analyse-là, elle se rend compte que c'est pas forcément réel et qu'elle peut respirer et se concentrer en fait sur son examen et de savoir qu'en fait elle a toutes les compétences pour y arriver. Donc c'est finalement se faire un petit de se parler en fait à soi-même et de dire que ça va aller et qu'on est capable de le faire et que c'est normal de ressentir du stress et puis que finalement on se sentira bien une fois que ça sera terminé. Donc plus loin dans le livre, elle étaye un petit peu plus les exemples que je vous ai donnés, comme rire, chanter, respirer, bouger. Elle consacre un chapitre à chaque fois en détail de comment justement se reposer du stress. Mais ça peut être aussi d'écouter de la musique, de prier, de participer à une cause aussi. Ça, c'est un élément que j'ai trouvé super pertinent en fait, de donner, de faire du bénévolat, d'aider les autres, d'avoir ce lien humain, ce contact aussi qui était assez important, qui nous permet finalement de diminuer ce stress-là ou au moins de se réparer par rapport à ce stress-là. Le fait de s'entourer aussi, de cultiver un lien social, un lien humain, bouger aussi. Et elle donne à un moment donné aussi par rapport au sport, il y a une étude qui a démontré, et elle le propose dans sa recherche ici, c'est finalement le fait de courir par exemple, c'est un exemple au niveau de la course, ça te permet d'avoir une prolifération de nouvelles cellules dans ton cerveau versus quand tu es plus sédentaire, tu as moins de connexions en fait, qui se crée dans ton cerveau à ce moment-là. Et en fait, souvent, ce qui est assez paradoxal, c'est que quand on est déprimé ou quand on a un stress trop intense qui nous fait aller vers la dépression, on arrête de bouger. Alors que la clé, c'est l'inverse. C'est de se mettre en action physiquement aussi qui nous permet de lutter contre ce stress-là. La zoothérapie aussi, c'est quelque chose qui est important. Elle a un chapitre complètement dédié à ce point-là. Et sinon, si ces éléments-là, ça ne fonctionne pas, c'est aussi de s'entourer de professionnels. Donc, un psy peut vous aider aussi à gérer votre stress chronique. Donc, vraiment un stress qui est beaucoup plus ancré pour apaiser justement votre réactivité aux menaces existantes ou non. Un coach comme moi, je peux vous aider à adresser votre stress qui est ponctuel. Donc, pour relever des nouveaux défis, pour aller au-delà de vos peurs, de sortir de votre zone de confort et puis finalement de gagner en nouvelles compétences professionnelles ou personnelles. Donc, finalement, je conclurai par dire que comme l'autrice ici explique au chapitre 59, ne pas avoir peur du stress. Le stress, ça nous donne de l'énergie. Et je vais juste vous lire ce petit passage-là parce qu'on se dit, le stress donne de l'énergie, mais c'est-à-dire... ici, c'est un exemple hyper concret. Donc, vous êtes assis sur le sofa, vous êtes préparé à écouter la 7e saison de votre série préférée, vous vous sentez faible et fatigué. Une belle journée de repos devrait vous redonner de l'énergie.
Soudain, vous entendez ding, mais qui provient de votre cellulaire. C'est votre patron qui vous rappelle que vous devez travailler aujourd'hui. Oh, vous aviez complètement oublié. En quelques secondes seulement, vous vous levez du sofa, vous partez en courant, vous lavez les dents et enfilez quelques vêtements pour sortir de la maison et prendre votre voiture pour vous rendre au travail. Une fois assis dans le véhicule, vous vous rendez compte que vous êtes soudainement complètement éveillé et que vos sens sont alertes. Vous n'êtes plus fatigué. Vous arrivez au travail 10 minutes en retard, mais vous partez tout de suite faire vos tâches. Il y a quelques secondes seulement, un sentiment de fatigue et de lourdeur a été remplacé par une énergie accrue. Une parfaite réponse de stress qui ne vous tuera pas et qui fera même garder votre emploi. Donc vous voyez comme quoi en fait ça dépend vraiment de comment on regarde le stress et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce stress-là, comment on peut transformer ce stress vraiment comme un allié. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode sur ce livre-là, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous retenez ou quel était l'élément qui vous a le plus marqué par rapport à cette lecture. Moi honnêtement c'est vraiment cette notion de temps versus le stress, que finalement le temps c'est pas un facteur de stress et que finalement le stress c'est un allié. Ça, j'avais jamais vu ça comme ça avant de lire ce livre. Donc voilà, moi je suis coach professionnel et je peux t'accompagner aussi à gérer ton stress si c'est un stress ponctuel de manière individuelle. On peut relever ensemble ton prochain défi en déterminant un objectif, un plan d'action. Moi j'ai une approche systémique avec un cadre structurant qui te permet d'évoluer à travers tout ça, tout en douceur, en sortant aussi quand même de ta zone de confort. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve ici le mois prochain pour un prochain épisode. On se retrouve tous les premiers lundis du mois. C'est un rendez-vous mensuel ici. Le prochain rendez-vous, ça sera sur Zone de confort ou Dead Zone. On se retrouve le mois prochain. En attendant, abonne-toi, donne 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Partage-le à un ami parce que ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve sur mon blog, LinkedIn ou Instagram. Ciao!